Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 158, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal d'actualités cette semaine-ci d'ailleurs, et pas mal de variétés dans l'actualité, donc ça va être plutôt intéressant. Table des matières dans la description, ainsi que sur la barre de lecture si vous voulez sauter sur le sujet qui vous intéresse le plus. Première actualité de la semaine, c'est que OnePlus a sorti enfin son OnePlus Nord, qui est d'ailleurs un peu un OnePlus 8 Lite quand on y pense, mais bon, ça fait mieux au niveau marketing, OnePlus Nord évidemment, qui du coup est à peu près à quoi s'attendait, parce que forcément on a eu beaucoup de specs au préalable, de la part même de OnePlus, hein, ils aiment bien mettre beaucoup de marketing là-dessus, mais peut-être un petit peu de trop, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints justement de ça, et je pense même qu'il y a certaines personnes qui, à cause du marketing, s'attendaient à mieux comme smartphone et qui au final étaient un petit peu déçus. Après, selon moi, c'est un smartphone qui devrait être plutôt bon, mais n'est pas non plus révolutionnaire. Pourquoi? Parce que il est moins cher que ce qu'on s'attendait. Il va être vendu à 399 € pour information. Et c'est ce que j'avais dit que ce serait le prix, selon moi, maximum qui devrait le vendre. Et il y aura aussi un modèle avec 12 Go de RAM, jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 499 € ici. Pas d'ailleurs de mémoire extensible, hein, donc vous êtes coincé avec ce que vous avez. Après, le modèle de base à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, je pense devrait largement suffire pour la plupart des gens. Du coup, ici, le modèle 499 € n'est pas le plus intéressant, soyons honnêtes. À 399 € par contre, ça devient un téléphone intéressant. Il a un Snapdragon 765G, je vous rappelle, 8 Go de RAM justement en version 399 € en tout cas, un écran 90 Hz, AMOLED d'ailleurs. Il a le même capteur 48 pixels principal que sur le OnePlus 8. Donc on devrait normalement s'attendre à des photos d'aussi bonne qualité au moins que le OnePlus 8. Je l'espère en tout cas. Après, OnePlus a fait beaucoup de pubs comme quoi c'était un appareil photo flagship. Non. Enfin, il sera certainement bon, même très bon. Mais soyons honnêtes, l'un des gros avantages de beaucoup de smartphones très haut de gamme, c'est dans le domaine de la photo. Que ce soit les Samsung, les Pixel ou les iPhones. C'est là où ils s'en sortent clairement le plus. Et c'est souvent pourquoi beaucoup de gens payent plus cher. À part si évidemment il y a des gens qui prennent l'iPhone SE ou le Pixel 3a qui offrent des très bonnes qualités photo pour beaucoup moins cher. Donc ici, ce ne sera pas forcément le smartphone si vous voulez le meilleur appareil photo forcément, mais je pense que ça devrait être un package plutôt complet. Genre les specs sont bien équilibrés, il y a ce qu'il faut, il y a de la bonne puissance, un bon écran, 6,4 pouces. Vous avez quand même plusieurs capteurs photo, donc vous avez le grand angle normal, le super grand angle. Et puis vous avez par contre un truc de profondeur et un macro. Ça, franchement, ça sert à rien, soyons honnêtes. C'est juste mis là pour faire que les specs soient plus impressionnantes, mais je pense que c'est plus... Oh, on peut en acheter pour pas trop cher, donc on l'a juste mis, et puis voilà. Vous avez aussi, ce qui est fort dommage par contre, deux capteurs photo à l'avant qui font du coup cette fameuse pilule, hein, la fameuse pilule donc avait introduit Samsung sur les Galaxy S10 et qui est toujours aussi, mais ça prend beaucoup de place pour mettre deux capteurs photo que selon moi, je vois l'intérêt. Hein. Pour ceux qui prennent des selfies, ça va être génial. Mais ouais, ça empiète sur l'écran. Ça prend plus de place qu'une notch en goutte, par exemple, qu'avait par exemple fait OnePlus sur le... Oh, il y a un nouveau webtoon qui est sorti d'ailleurs. Il faudra que j'aille le lire. Vous avez la notch en goutte d'eau qui prend beaucoup moins de place que ça et qui, selon moi, est plus intéressante à regarder. Après, idéalement, on ne voudrait pas de notch, on ne voudrait pas de trou dans l'écran avec un capteur photo. On veut le capteur photo sous l'écran. Ou alors, ce qu'avait déjà fait OnePlus par le passé, la pop-up. La pop-up, c'était très intéressant, ils ont arrêté de le faire. Enfin bref, c'est du bricolage, c'est pas idéal. Mettre deux capteurs photo à l'avant va peut-être refroidir des gens qui n'ont rien à, enfin, qui n'ont rien à faire de faire des selfies et tout ça. Je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure décision. Du coup, d'ailleurs, avec tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont aussi... Alors, comme je le dis, globalement, ça reste selon moi un bon smartphone. Le prix n'est pas incroyable, mais il est plutôt honnête, surtout quand tenant compte que OnePlus a un très bon historique de mise à jour de leur smartphone. Donc, on sait que ce smartphone-là sera mis à jour dans 2 ans, sans aucun problème, vers la dernière version d'Android assez rapidement. Et ça, c'est quand même un gros point positif. Maintenant, il y avait quelques personnes aussi qui trouvaient que il ressemble beaucoup à des smartphones qui sont déjà sortis. Notamment si vous regardez le Realme X50, pas version Pro, le Realme X50 tout court, est pratiquement le même. La seule différence que j'ai vue, moi, c'est que le flash est un peu plus bas. Il y a les 4 mêmes capteurs photo,
au même positionnement en tout cas, la même pilule à l'avant, même genre d'écran et tout ça. Il ressemble énormément. Alors, ça ne veut pas dire que c'est exactement le même smartphone, mais ça veut juste dire que ce design de smartphone avec ces specs-là existait déjà en fait. Et que du coup, comme on l'a déjà dit, ouais, c'est pas non plus exceptionnel. Et il y a de plus en plus de critiques d'ailleurs là-dessus que je vous rappelle que OnePlus fait partie de la même regroupement de constructeurs de smartphones avec Oppo et aussi il y en avait encore un troisième, je ne sais plus. Et le problème, c'est que de plus en plus de gens se disent OnePlus maintenant c'est juste Oppo en fait. C'est juste un Oppo mais avec des meilleures mises à jour. Et puis voilà quoi. Il y a plus forcément un côté unique, quelque chose comme ça. Et je dois bien avouer que ouais, ça manque un petit peu de côté unique. Surtout d'une marque qui continue d'avoir un grand slogan, hein, toujours Never Settle. Mais malheureusement, ils ont settle sur un design déjà existant. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ce sera quand même, selon moi, un bon smartphone. Ce sera pas le smartphone toujours recommandable à tout le monde à cette gamme de prix. Peut-être que d'autres personnes voudront un Pixel 4a qui devra arriver dans quelques temps parce qu'il aura une meilleure partie photo et qu'il y a des gens qui veulent juste un très bon appareil photo et le reste des specs plutôt respectables. Il y a certaines personnes qui voudront une meilleure expérience multimédia, qui préféreront peut-être un des téléphones gaming qui existent et qui coûte environ 500 euros, même en dessous de 500 euros. Mais il y a de la concurrence. Il y a même de la concurrence au sein de OnePlus avec le OnePlus 7T, qui lui, je vous le rappelle, coûte 500 euros et un Snapdragon 855+. Donc pour quelqu'un qui veut plus de puissance, justement, ça vaut peut-être plus la peine. Ensuite, nous avons une annonce du ROG Phone 3 qui du coup a été annoncé en live, comme à peu près tout en ce moment de toute manière. Donc j'étais assez étonné parce qu'il arrivait plus tôt que prévu. Normalement, c'est plus vers la fin de l'année. Du coup, là, il arrive tout pile à temps pour le Snapdragon 865+, dont il est équipé évidemment. Et globalement, alors ce smartphone, c'est un peu le ROG Phone 2, à peu près le même niveau de taille, niveau de dimension et tout ça. L'écran est le même exactement au niveau de dimension. Il a été amélioré jusqu'en 144 Hz toutefois. Mais en gros, ils ont fait en sorte que ce ROG Phone 3 soit compatible avec tous les accessoires du ROG Phone 2. Donc ça, c'est un premier point positif parce que je l'avais déjà dit quand ils avaient sorti le ROG Phone 2 que c'était vraiment dommage que du coup, tous les gens qui ont acheté un ROG Phone 1 avec des accessoires, ils sont coincés avec leurs accessoires qui ne peuvent plus aller sur le ROG Phone 2. Donc là, c'est cool de voir que ils essaient de tenir en compte que les gens veulent garder leurs accessoires. Parce que surtout quand vous vendez un accessoire 100 euros, vous n'avez pas envie qu'il soit obsolète au bout d'un an, si vous voulez upgrade en tout cas de smartphone tous les 1 an. Tout le monde ne le fait pas. Soyons honnêtes, tout le monde ne le fait pas, donc c'est pas forcément un problème pour tout le monde. Mais c'est quand même cool qu'ils fassent en sorte que les accessoires sont compatibles. Et du coup, c'est une version vraiment... Vous prenez le ROG Phone et vous prenez les specs, vous essayez de les mettre les plus hautes possibles selon l'année 2020. Donc, Snapdragon 865+, stockage UFS 3.1, donc c'est du stockage encore plus rapide. C'est littéralement un stockage qui va aussi vite que des SSD d'ordi fixe, donc plutôt puissant. Un écran 144 Hz, 1080p, mais ça suffit. On a un écran d'ailleurs qui fait 6,6 ou 7 pouces, si je me souviens bien, 6,6, il me semblait que c'était ça, ou 6,5. Pas très important honnêtement. Il est assez grand, c'est le plus important. 6000 mAh de batterie. On a aussi les Air Trigger qui permettent de contrôler un petit peu plus, qui sont améliorés cette année-ci, donc ça devrait être plutôt cool. Une pléthore d'accessoires qui, comme je le dis, sont compatibles aussi avec les... Enfin, vous pouvez reprendre les accessoires du ROG Phone 2. Il y en a même certains qui ne seront même pas update, ce sera les mêmes accessoires que le ROG Phone 2. Et aussi, du coup, au niveau du reste des specs, ils ont amélioré encore les speakers sur les côtés. Donc les speakers stéréo qui sont apparemment vraiment excellents, parmi les meilleurs au niveau smartphone. Donc vous avez quand même une petite bordure en haut et en bas de ce ROG Phone 3, mais selon moi, pas un problème. Il faut une prise en main, c'est un téléphone gaming, vous devez le prendre en portrait, enfin en landscape plutôt, et du coup il vous faut de la place pour vous mettre vos 2 pouces, ça semble logique. Le design est un petit peu plus sage cette année-ci toutefois, donc ils sont revenus à un design plus... Au final, qui ne choquerait personne. Si vous éteignez le logo RGB, franchement, tous les gens se diraient « Oh, vous avez un smartphone, oui, voilà, quoi. » Il y a juste une petite ligne, un petit peu... On voit le refroidissement par en dessous. Ils ont amélioré d'ailleurs le refroidissement, qui est apparemment genre beaucoup plus grand. Donc c'est une chambre à vapeur en cuivre, pour ceux qui se demandent. Permet de pas mal dissiper la chaleur. Il la dissipe en partie à travers l'écran, pour information.
Donc ça permet quand même d'assez bien refroidir le Snapdragon 865 Plus ici, vu que c'est pas non plus c'est un smartphone de téléphone portable, donc il va pas consommer 50 watts ou je ne sais quoi. Donc oui, ça suffit pour dissiper. Et c'est très important ça, parce que vous pouvez mettre le meilleur processeur dans un téléphone, si vous le refroidissez mal et qu'il se dégrade au niveau performance en même pas 5 minutes dans un jeu, ça vaut pas la peine. Et encore d'autres specs complètement, voilà, over the top, on peut le dire. Il y a d'autres specs aussi qui ont été améliorés, mais qui ne sont pas les plus importantes pour le ROG Phone, notamment l'appareil photo. Vous avez un troisième capteur photo, comme vous pouvez voir, c'est un capteur macro. Donc, c'est pas très intéressant. Vous avez aussi un grand angle et un ultra grand angle, ça c'est plus intéressant, c'est un bon combo suffisamment intéressant. La partie photo, apparemment, alors j'ai vu deux réactions très différentes. MKBHD était en mode ouais, c'est pas trop ça. Et puis vous aviez d'autres tech reviewers qui étaient en mode oh, ça va. Donc bon, MKBHD fait pas mal de photos. Donc je suppose que ça va être un capteur suffisant. Hein. Il faut pas non plus déconner comparé à d'autres smartphones de voilà quelques années ou autre chose. Il tiendra la route, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit le téléphone pour prendre des photos. Soyons honnêtes, ce sera vraiment pas le cas. Maintenant, dernier truc, le prix. On a une augmentation de prix, forcément. Alors, je suis un peu partagé là-dessus. D'un côté, je me dis, ah oui, les specs sont les plus hautes possibles, donc forcément, ils peuvent se permettre de demander un prix au niveau des autres téléphones flagship. Mais d'un autre côté, je suis en mode, ouais, mais est-ce qu'ils devraient forcément ? Parce que le truc, c'est que les gens se plaignent de plus en plus que les smartphones coûtent de plus en plus cher. Augmenter le prix cette année-ci, surtout, n'est pas une décision très populaire. Soyons vraiment honnêtes. Surtout vu ce qui se passe dans le monde, il vaut mieux pas augmenter de prix. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc, le modèle le plus haut de gamme, 512 Go de stockage, 16 Go de RAM, le ROG Phone 3 a plus de RAM. Alors, ça, c'est le plus ironique. Il sera vendu d'ailleurs à 1099 €, ce modèle-là. Et il a plus de RAM qu'un ordinateur portable ROG qui vaut le même prix. Réfléchissez-y. Asus, si vous regardez cette vidéo, mettez 16 Go de RAM minimum dans tous vos ordinateurs portables gaming. C'est ridicule. On est en 2020. La RAM, ça coûte rien. 8 Go de RAM, ça coûte 40 €. Il est temps d'arrêter. Vous faites juste ça pour forcer les gens à acheter le modèle au-dessus. Et toutes les autres marques sont coupables aussi. MSI, Gigabyte, Aorus, bon c'est Gigabyte. Tout le monde est coupable de faire ça. Mais du coup, Asus, vous avez un smartphone avec plus de RAM que votre ordi portable. Ça devient un peu ridicule. Enfin bref. Ils ont aussi un modèle avec 12 Go de RAM à 999 €. Et enfin, vous avez le modèle que je pense devrait intéresser le plus de gens, le modèle Strix avec 8 Go de RAM qui est vendu 799 € ici. Du coup, augmentation de prix. Et personnellement, encore une fois, je le dis, oui, les specs sont les meilleurs et tout ça, mais je ne sais pas s'ils auraient pas dû augmenter le prix. Ils auraient clairement pas dû augmenter le prix. Ils auraient pu augmenter vraiment le prix sur le modèle 16 Go de RAM à la limite, mais pas sur les deux modèles de base. Et la version Strix, pour information, existait déjà par le passé, mais elle n'était pas forcément vendue sur le site d'Asus. Maintenant, elle est vraiment officiellement vendue sur le shop d'Asus. Et cette version-là, sur le ROG Phone 2, je me souviens, coûtait dans les 600 € pour info. Il me semble que c'était 650, 699 €. Donc il y a une augmentation de prix. C'est pas forcément une énorme augmentation de prix, à part sur le gros modèle 7 Go de RAM. Mais c'est un peu décevant, je trouve, surtout cette année-ci où les smartphones, comme j'ai dit, ne devraient pas augmenter de prix. Même si c'est les meilleurs specs au monde, c'est cher. C'est vraiment cher pour un smartphone. Et enfin, une dernière interrogation qui sera tout aussi importante, et qui, selon moi, est un petit peu le talon d'Achille d'Asus là-dessus, c'est les mises à jour. Ils ont un bon logiciel, d'ailleurs, que vous pouvez mettre assez stock. Vous avez toutefois une surcouche utile, surtout pour enregistrer des vidéos. Vous pouvez même streamer avec le téléphone, ce qui est vraiment pratique, et genre vraiment des bons outils de streaming, pas comme certains smartphones, c'est genre bancal. C'est vraiment très bon pour du gaming, quoi. Mais il y a toujours le truc, est-ce que j'aurai Android 11 ? Est-ce que j'aurai Android 12 sur ce smartphone ? Est-ce que Asus va pas juste le vendre et puis l'année d'après, je n'existe plus en tant que consommateur ou mon smartphone n'existe plus pour eux et genre ce sera le ROG Phone 4 qui sera le plus intéressant ou autre chose. C'est un problème qu'on peut pas encore vraiment voir ce que va faire Asus ici parce que c'est juste le troisième ROG Phone.
Le ROG Phone 1, il me semble, a été mis à jour vers Android 10, mais je ne suis pas sûr là-dessus. Le ROG Phone 2, ça, je sais qu'il a été mis à jour vers Android 10, mais ça a pris du temps. Et je vous rappelle qu'il était sorti au moment où le Android 10 était sorti, ce qui du coup n'était pas très bon au point de vue image pour eux, pour la simple et bonne raison qu'ils sortaient un téléphone sur Android 9, et puis Android 10 sortait, et puis ils ont mis des mois à sortir Android 10 dessus. Ça donne pas forcément envie d'acheter, vous voyez. Genre, encore une fois, OnePlus, à côté de ça, ne fait pas forcément les meilleurs smartphones, surtout en ce moment parce qu'ils sont un peu chers. Même avec le OnePlus Nord, c'est pas le plus intéressant. Mais un des trucs qu'il ne faut pas leur enlever et qui a un grand avantage, c'est qu'ils mettent à jour leur smartphone. Ils supportent les smartphones assez longtemps. Et un des derniers trucs qu'Apple a un avantage par rapport à tout le monde, c'est qu'eux aussi mettent à jour leur smartphone le plus longtemps possible. Et il est temps que les constructeurs de téléphones Android fassent la même chose. Genre, on est en 2020, c'est le dernier truc que vous devez améliorer, les gars. Genre, vous avez une construction excellente, vous avez des performances excellentes, vous avez des specs excellentes, meilleurs qu'un iPhone. Il est temps d'optimiser votre truc et il est temps de surtout mettre à jour votre bazar le plus souvent possible. Donc, ouais, Asus, encore une fois, c'est ce qu'il devrait faire. Il faut que ce ROG Phone 3, il faut que quand le Android 11 sorte, il soit mis à jour le plus vite possible. Il faut montrer aux gens qui sont prêts à supporter leur smartphone. Il faut aussi que le ROG Phone 2 soit mis à jour vers Android 11 le plus vite possible. Il faut qu'ils montrent que, oui, si vous prenez un ROG Phone, on le supportera dans le temps. Peut-être pas 4 ans, 5 ans, mais au moins 2-3 ans. C'est le strict minimum quand même. Et ça donnera envie aux gens de les acheter. Parce qu'au final, tous les smartphones se ressemblent. Même le ROG Phone, même s'il a des specs complètement overkill et tout ça, vous avez d'autres téléphones gamers qui arrivent et qui auront des specs similaires au final. Donc la seule différence, c'est le logiciel. Et c'est une des forces de OnePlus, je le répète encore une fois. C'est là qu'ils doivent se démarquer. Donc ouais, je pense que selon moi, ce sera un bon smartphone, gaming. Ce ne sera pas le meilleur encore une fois au niveau photo. Les bons smartphones gaming aussi font des très bons smartphones multimédia, comme les ordinateurs portables et les ordinateurs fixes aussi. Alors, si votre ordi est puissant et peut faire tourner des jeux vidéo, bah, il sera très bon aussi pour du multimédia. Et c'est encore plus vrai pour les smartphones. Donc, je ne doute pas sur le fait que ce sera un très bon smartphone pour beaucoup de gens. Maintenant, ouais, cette augmentation de prix, pas convaincu. Et surtout, je veux voir un support dans le temps de Asus ici. Il faut qu'ils montrent qu'ils se préoccupent de leur public et surtout des smartphones qu'ils mettent en vente. C'est pas parce que le smartphone est en vente depuis un an qu'il faut qu'il disparaisse d'existence parce que le nouveau modèle est sorti. Ensuite, on passe à des news totalement différentes parce qu'on passe à des news hardware. AMD a annoncé les Ryzen 4000G. Donc oui, la génération 4000 d'AMD est là. Non, pas vraiment. C'est pas Zen 3 qui doit sortir vers la fin d'année. D'ailleurs, ils l'ont encore rappelé pour la énième fois apparemment. Non, c'est les APU AMD basés sur l'architecture Zen 2. Donc c'est basiquement, vous prenez le 3700X, vous mettez une partie graphique avec, boum, un 4700G. Vous mettez avec un TDP encore plus bas, 35 watts, boum, 4700GE. Donc vous avez toutes des versions G et des versions GE à chaque fois. Et la version GE, c'est 35 watts. Et la version G, c'est 65 watts. Ça va jusqu'à un 8 cœurs 16 threads, donc l'équivalent d'un 3700X. Et au plus bas, un 4 cœurs 8 threads, évidemment. Donc beaucoup plus d'offres qu'avant, parce que je vous rappelle, AMD avant, les APU AMD, ce qui est assez étonnant parce que c'est un peu AMD qui a créé les APU au niveau processeur, mais bon, les anciens APU AMD avaient toujours 4 cœurs maximum, c'était le 3400G par exemple. Maintenant, on passe enfin du 8 cœurs qui devrait offrir pas mal de performances, donc c'est pas des processeurs pour les gamers, ils vont, même s'ils coûtaient le même prix, oui, prenez un 3700X, ce sera peut-être certainement plus intéressant. Et de toute façon, ils ne coûteraient jamais le même prix. C'est plutôt des processeurs pour la bureautique. Clairement la bureautique. Mais des très bons processeurs pour la bureautique. Parce que là, vous avez 8 cœurs 16 threads. Ça va, les feuilles Excel, là, ça va voler. Du coup, oui, ça pourrait être excellent, surtout la version 35 watts. Imaginez, 35 watts, vous mettez un petit PC Minitix derrière l'écran, là, 8 cœurs 16 threads. Ce serait excellent. Juste j'imagine ça dans des écoles, parce que moi, je me souviens... en programmation, on avait des magnifiques Core Duo à 3, je ne sais combien gigahertz avec 2 gigas de RAM certains, non 4 gigas de RAM il me semble que c'était quand même. Donc ouais, c'était pas trop ça. Donc si on avait eu ce genre de choses là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Pour compiler du code, ça aurait été génial. Enfin bref,
Intéressant. Après, je suis encore une fois un peu déçu qu'AMD s'amuse avec le jeu des hey, nos APU, ils ont le nom 4000, mais ils ont l'architecture d'un processeur 3000 et ça confond les gens et ça ne sert à rien. Mais bon, ça suit évidemment la logique pour information des processeurs mobiles aussi qui sont en 4000 mais qui n'ont pas Zen 3. Ils sont toujours sur Zen 2. Donc, ouais, un petit peu embêtant. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Évidemment, d'ailleurs, je rappelle que Intel a des parties graphiques intégrées à leur processeur. Donc, ça permet aussi de compléter un petit peu l'offre et aussi d'offrir un peu de concurrence au niveau d'Intel à ce niveau. Même si la partie graphique AMD est plus puissante que Intel, il faut quand même le préciser. Surtout si vous voulez, par exemple, vous êtes en mode « Oh, j'ai envie de jouer à un jeu genre e-sport, un petit peu, hein, tout en faisant de la bureautique. » Ça vous permettrait de le faire sans aucun problème. Donc, plutôt intéressant. Maintenant, une autre news niveau AMD toujours, et au niveau justement de ces APU mobiles hein, qui sont sortis sur ordinateur portable. Je vous rappelle les 4800H, les 4700H et tout ça, qu'on a pu voir dans des news précédentes, que j'ai aussi une vidéo qui va arriver où je les teste face à des Core i7, et vous allez voir qu'ils sont très intéressants. Maintenant, il y a un truc qu'on a parlé et que vous avez dû remarquer jusqu'à maintenant, c'est que tous ces ordinateurs portables AMD n'ont jamais, vraiment jamais, une RTX 2070 ou une 2080. Ils ont toujours une 2060 maximum ou une 1660 Ti ou une 1650 Ti, mais jamais une 2070 ou une 2080. Et du coup, les gens sont un peu déçus. Alors évidemment, la plupart des gens qui achètent des ordinateurs portables gaming vont prendre une 2060. Donc, au final, AMD couvre vraiment le marché le plus intéressant, là où ils vendent le plus. Mais c'est quand même dommage. Et du coup, les gens ont supposé que c'était juste les constructeurs d'ordi portables qui se disaient « Ouais, on va pas en sortir tout de suite, on se préoccupe du marché milieu de gamme et on le complète comme il faut. » Enfin, sauf pour certains constructeurs qui sortent pas forcément les meilleurs ordinateurs portables, comme on a pu le voir pour la semaine dernière. Hein. Il n'y a pas que des bons ordinateurs portables AMD avec cette nouvelle génération et c'est fort dommage que certains constructeurs ne prennent pas totalement au sérieux ici AMD et fassent un bon produit derrière. Mais bon, du coup, en réalité, nous avons la raison peut-être pourquoi ils sont limités au niveau des cartes graphiques. Apparemment, c'est un slider, un slide d'architecture officielle d'ailleurs. Apparemment, ces processeurs ont seulement Win PCI Express 3.0 pour le GPU dédié. Et je vous rappelle, dans un ordinateur fixe comme celui-là, pour le GPU, vous avez 16 lignes PCI Express. Et même avec les processeurs AMD, vous avez 16 lignes PCI Express 4.0. Donc ça veut dire que ils ont limité à seulement 8 lignes PCI Express. Et en plus, c'est du 3.0. Et du coup, oui, une RTX 2070 peut être limitée. Et surtout, une 2080, là, c'est sûr, est limitée par ces 8 lignes PCI Express. Et c'est peut-être pour ça que certains constructeurs d'ordi portables se sont dit « Ouais, ça vaut pas la peine. » Parce que ça va pas faire joli. Genre, les gens vont prendre peut-être des ordi portables Intel et les comparer, et puis ils se rendent compte qu'il y a un plus grand gain de performance avec Intel, parce que la carte graphique est peut-être bridée à cause de ça. Alors, par contre, je suis quand même pas non plus totalement convaincu de ça, parce que une 2070, normalement, devrait pouvoir passer en PCI Express x8. Il me semble avoir déjà vu des tests par le passé, et l'une des seules cartes vraiment qui était la plus limitée par ça, c'était la 2080 Ti, qui elle, vraiment, il fallait pas la faire tourner en x8, parce qu'elle, elle perdait vraiment. La 2080, ça allait encore, si je me souviens bien. Une 2080 Super se fera aussi limiter, certainement. Mais une 2070, normalement, devrait passer. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait retester pour voir. Mais bon, dans tous les cas, même si c'est pas ça la raison, même si c'est juste les constructeurs d'ordi portables qui sont en mode on veut pas faire de modèle 2070 ou 2080, c'est quand même... C'est décevant. C'est décevant. Vous voyez, genre, AMD nous offre plein de lignes PCI Express, même 4.0 sur les ordinateurs fixes. Et puis sur ordi portable, ils sont en mode ouais, x8 en Gen 3. Pouf, voilà, tiens. C'est décevant. Ils ont peut-être fait ça, et ils ont certainement fait ça pour économiser de l'argent, mais c'est pas très bon, quoi. C'est pas hyper grave non plus, hein, mais c'est juste décevant, en fait. Si vous achetez, je le dis, un ordi portable avec une 2060 et un de ses processeurs, vous ne serez pas limité, il n'y a aucun problème. Mais c'est quand même décevant qu'ils castrent leur processeur mobile comme ça, alors qu'ils ont une très bonne offre, quoi. C'est un peu ridicule, quoi. C'est comme si vous faites une voiture parfaite. Vous avez juste la voiture parfaite,
elle est même électrique et tout. Et puis vous mettez un design extérieur dégueulasse qui est pas du tout aérodynamique et la voiture est pas bonne, quoi. C'est vraiment ça un petit peu. Ou alors vous avez des mauvais pneus, vraiment des très mauvais pneus ou quelque chose dans le genre. C'est un peu à ça que ça me fait penser. Ensuite, on a une news au niveau des RTX 3000 de Nvidia, notamment justement sur un petit peu une idée de la date de sortie. J'ai aussi une petite update d'ailleurs. On avait vu des leaks du refroidissement Thunder Edition en tout cas. Je vous rappelle que les modèles Asus, MSI, tout ça auront leur refroidissement habituel. Peut-être un petit peu update niveau design, hein, mais ils seront assez classiques au niveau refroidissement et certainement mieux refroidis que ce modèle Thunder Edition, soyons honnêtes. Parce que souvent ils sont beaucoup plus gros aussi. Mais du coup, petite update d'abord là-dessus, c'est qu'apparemment, je vous l'avais dit que c'était bizarre que le PCB sur cette carte est très court, parce qu'il y a le deuxième ventilateur à l'arrière qui prend de la place, et que c'était surprenant, parce qu'il n'y a pas la place normale pour mettre les tâches d'alimentation et toutes les puces mémoire. Apparemment, ce qui arriverait, c'est que Nvidia va mettre un deuxième PCB, oui, un deuxième PCB qui aurait les tâches d'alimentation dessus. Ça devient bizarre, oui. Et qui, du coup, aurait même un connecteur, peut-être, PCI Express x12. Alors, vous allez me dire, waouh, x12, ça va consommer plein d'énergie, tout ça. Bon, en réalité, le truc avec les connecteurs, quand vous voyez du x4, du x8 ou autre chose, ou du x6, le nombre de pins sur le connecteur, oui, va régir la quantité d'électricité au maximum que vous pouvez faire passer, parce qu'il y a juste... S'il y a 8 pins, ça veut dire qu'il y a 8 câbles, en fait. Et ça veut dire qu'il y a plus d'électricité qui peut passer, parce que du coup, vous évitez de faire passer trop d'électricité dans un câble. Et ce qui se passe quand vous faites passer trop d'électricité dans un câble, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, il chauffe, tout simplement. C'est du cuivre, il va commencer à chauffer, et si vous en faites trop passer, il va même fondre, et là, catastrophe. Donc c'est la seule limitation de ces câbles. Il ne faut pas qu'ils chauffent trop. Donc quand vous passez à du x8, c'est pour éviter justement de faire chauffer un x4. Donc passer à du x12 n'est pas... C'est pas genre, oh, vous pouvez consommer 2 fois plus. Non, vous pouvez consommer l'équivalent d'un x4 plus un x8 en fait. C'est tout. Donc des cartes graphiques qui ont 2 x8 par exemple peuvent consommer au final plus d'électricité parce qu'ils ont plus de câbles pour faire passer cette électricité. Maintenant, la raison pour laquelle ils voudraient faire un x12 certainement, c'est pour déjà ne pas avoir un double x8. Parce que le double x8, c'est pas forcément esthétique ou autre chose. Ils veulent juste un x12 qui arrive dans la carte. Point, simple, efficace. Et un x12 permettrait de faire passer sans problème. Normalement, donc le slot PCI Express de la carte fait passer 75 watts, pour information. Un x6 peut faire passer 75 watts aussi. Un x8, normalement, c'est 150 watts. Donc, en toute logique, un x12, ce serait genre un peu plus de 200 watts, quelque chose comme ça. Ou même pratiquement 200 watts. Donc si on rajoute les 75 watts du slot PCI Express, ça fait 275 watts. Donc au final, c'est à peu près l'enveloppe thermique d'une 2080 Ti par exemple. Donc ce serait logique, encore une fois, de mettre au lieu de mettre 2 connecteurs x8, de mettre un connecteur x12. Yep. Maintenant, aussi, vous allez me dire, ouais, mais moi sur mon alimentation, j'ai pas de x12. Les constructeurs devraient en tenir compte. Et aussi, il y aura des adaptateurs. Je veux dire, vous pouvez mettre encore une fois, vous pourrez mettre 2 connecteurs x8 dedans et faire un x12, ça ne posera aucun problème. Ce sera certainement ce qui sera fait. Et apparemment, même Nvidia inclurait un adaptateur dans la boîte de ces cartes pour le faire. Et aussi, il faut le préciser, c'est Nvidia qui veut faire ça pour le modèle Thunder Edition. Pour je ne sais quelle raison, encore une fois. Donc, ça veut dire que si vous avez un modèle custom, Asus, MSI, tout ça, il y aura certainement 2 x8 et puis voilà, basta, ça marche très bien. Il n'y a pas vraiment de bonne raison pour ce x12, à part, comme j'ai dit, que c'est un peu plus esthétique. Vous avez juste un gros câble qui passe au lieu de 2 gros câbles de x8. Mais sinon, oui, il n'y a aucune autre vraiment raison plus que ça. Maintenant, pour la date de sortie, c'est l'intérêt de cette news aussi. Apparemment, ce serait pour septembre. Donc, Nvidia aurait d'ailleurs commencé à arrêter la production de certaines cartes qui vont être remplacées par, évidemment, les RTX 3000. Donc, s'ils arrêtent la production maintenant, ils ont encore du stock, évidemment. Donc, le temps que ce stock se vide, ça va prendre peut-être, oui, 1 mois, 2 mois. Et il faut tenir compte aussi que Nvidia produit les puces graphiques et eux, ils ne produisent pas forcément les cartes directement. Donc, c'est-à-dire que peut-être que Asus, MSI, Gigabyte, ils ont encore beaucoup de puces d'avance, ils ont du stock, ils peuvent encore fabriquer des cartes graphiques derrière. Donc, il faut tenir compte de ça. Mais ils ont commencé apparemment à arrêter la production de certaines puces graphiques. Donc,
il pourrait l'annoncer pendant le mois d'août. On n'est plus très loin du mois d'août, hein, si vous l'avez remarqué. Le mois de juillet est vraiment passé vite, la vache. Enfin, pour moi en tout cas. Et du coup, annonce au mois d'août et puis sortie en septembre. Ce serait tout à fait logique. Donc on verra. On verra bien ce que ça donnera. Est-ce que vous devriez, pour ceux qui sont en mode oh, je vais acheter un PC maintenant, est-ce que vous devriez attendre forcément? Je ne sais pas. Si vous prenez une 2080 Ti ou une 2080 Super, oui, probablement. Si vous prenez une 2070, ça peut être discutable. Si vous pouvez attendre, attendez. Si vous ne pouvez vraiment pas attendre, juste achetez votre PC parce qu'à un moment, si vous faites qu'attendre, bah, vous attendez toute votre vie en fait, franchement. Parce que vous pouvez me dire, ouais, mais si j'attends encore 2 mois, il y a ça qui sort. Ouais, on verra bien. On ne sait même pas si la disponibilité va être bonne en septembre, ce sera peut-être fin septembre. On ne sait pas si les prix seront bons aussi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une énorme augmentation de prix et qu'au final, bah, les 2080 et tout ça seront toujours intéressantes à leur prix. C'est déjà arrivé par le passé. Hein. Je vous rappelle, quand la 2080 est sortie, elle était aussi puissante qu'une 1080 Ti et elle était au même prix. Et du coup, les processeurs 2080 Ti, c'est juste en mode, ouais, aucune raison de upgrade. Donc, s'ils nous font le même coup, voilà. Donc, on verra bien. J'espère que, évidemment, les prix seront le plus bas possible et qu'on aura la plus grosse augmentation de performance. Il y a des leaks sur le fait que bah, elle pourrait être d'ailleurs, il y en a qui ont déjà dû le voir, qu'elle pourrait être 50% plus performante ou des trucs dans le genre. On ne sait pas encore, franchement. Il faut pas. Moi, je saute pas là-dessus parce que je me dis, ouais, on ne sait pas. Ces cartes sont pas encore sorties. Ce qui m'intéresse juste de savoir, c'est quand elles pourraient sortir. Les performances, on les verra à la sortie parce que avant la sortie, tout chiffre de performance ne sert à rien parce que bah, elles sont pas sorties. On les a pas testées avec les bons drivers. On les a pas testées tout court. On ne sait pas qui les a testés et on ne sait pas d'où viennent ces chiffres de performance. Donc ouais, attendons la sortie et on verra bien. Ensuite, on revient un petit peu au niveau processeur, et cette fois-ci chez Intel. Intel pourrait, et ça a été listé chez pas mal de revendeurs, pourrait vendre des versions KA de leur Core i9 et Core i7. Enfin, surtout les Core i9. Et c'est juste chelou, je comprends pas. Il y a d'ailleurs, oui, c'est d'ailleurs écrit Core i9 10700K, donc ça c'est un petit peu bizarre. Et Core i9 10600K, donc ça c'est vraiment, enfin K, c'est très bizarre aussi. Mais ouais, le fait que plusieurs revendeurs les aient listés, c'est ça qui est vraiment... Si un revendeur les liste, c'est peut-être une erreur. Mais qu'il y ait plusieurs revendeurs différents, hein, totalement différents, qui les listent en même temps, c'est chelou quoi. On ne sait même pas ce que ça veut dire ce K. Je vous rappelle, les versions K, c'est les versions overclockables. Les KF, c'est les versions overclockables sans processeur graphique. Donc, qu'est-ce que serait cette version K? Une version overclockable avec une plus grosse carte, une partie graphique, peut-être? Aucune idée, franchement. Une chose est sûre, bah, il vaut mieux attendre, tout simplement. Je voulais juste le traiter parce que oui, bah, je suppose que beaucoup de gens vont en parler, mais ouais, on n'a aucune information encore là-dessus. On ne sait même pas si c'est vraiment vrai, en fait. Si c'est réellement vrai et que c'est encore une énième version pour je ne sais quelle raison, ouais, je serais personnellement un petit peu déçu parce que je serais en mode pourquoi faire ça? Ça sert à rien. Yep, on verra bien. Ensuite, nous avons Intel qui a confirmé que Alder Lake, je vous rappelle, c'est l'architecture. Alors, la prochaine architecture, donc les Core i7 et Core i9 et tout ça de 11e génération, ce sera Rocket Lake, pour information. Ça utilisera le même socket 1200 qui est sorti actuellement et ça devra apporter du PCI Express 4.0 d'ailleurs, enfin, j'ai envie de dire. Et du coup, Alder Lake sera les processeurs de la prochaine encore génération, donc les 12 Gen par exemple. Et eux, apparemment, utiliseraient ce fameux... Alors déjà, ils utiliseraient un nouveau socket, le LGA 1700, et surtout, ils utiliseraient ce fameux Big Little. Donc, oui gros cœur, oui petit cœur, et même peut-être un énorme cœur ou je ne sais quoi. On verra. Donc là, oui, c'est 8 plus 1. Alors, je suppose que le plus 1, ça doit être pour la partie graphique, ouais. Donc c'est oui gros cœur, oui petit cœur et une partie graphique. Et puis certains auront, oui gros cœur, peut-être pas de petit cœur, puis une partie graphique. C'est possible aussi. Et il serait d'ailleurs maximum du coup 16 cœurs, mais se dire aussi qu'il serait maximum 8 gros cœurs, donc contrairement à la génération actuelle, et c'est ça qui est vraiment bizarre. Et d'ailleurs aussi pour Rocket Lake, qui sont annoncés pour le moment jusqu'à 8 cœurs maximum, comparé à Comet Lake qui est jusqu'à 10 cœurs, hein, les 2900K, c'est le plus gros de l'architecture Comet Lake. Donc c'est vraiment chelou. Je ne comprends pas trop la logique ici derrière.
Bon, le Big Little, hein, je comprends. Par contre, la logique derrière, ce sera surtout plus intéressant pour les ordi portables, soyons honnêtes. Je vois pas trop l'intérêt pour un ordinateur fixe. Vous pourriez vous dire, ouais, mais on fait ça pour les téléphones portables. C'est certainement qu'il y a une bonne raison. Les téléphones portables sont de plus en plus puissants. C'est certainement pour ça. Non. La raison pour laquelle on le fait dans un téléphone portable, c'est dans un téléphone portable, on est limité en termes de chaleur qu'on peut générer, on est limité en termes de puissance qu'on peut consommer. Ça, c'est pas limité. S'il consomme 10 watts de plus, c'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Ça ne va pas poser des problèmes majeurs. Ça ne va pas faire chauffer le smartphone. Ça ne va pas vider la batterie. Dans un ordi portable, par contre, oui, là, ce serait le cas. Mais dans un ordinateur fixe, non. Pourtant, là, on parle de processeur d'ordinateur fixe. Donc, c'est vraiment chelou, en fait, de faire ça pour les ordinateurs fixes. Après, si c'est fait correctement, et surtout, si c'est supporté par Windows, ça, c'est le plus gros si, hein, ça pourrait être intéressant. Mais il faut que ce soit supporté par Windows, encore une fois. Et comme je dis, c'est un gros si, parce que même quand, je vous rappelle, à l'époque, AMD avait sorti leurs processeurs, c'était les bulldozers et tout ça, hein, donc les processeurs que vous avez dans la Xbox One et la PS4, donc c'est les processeurs aussi Jaguar et tout ça, peu importe le nom d'architecture, c'était leurs processeurs qui en fait, c'était des modules où au final, les processeurs 2 cœurs, en fait, c'était juste un cœur, mais séparé un peu en deux, c'était un peu chelou. Et en gros, c'était pas vraiment des full processeurs, mais ils se partageaient des choses pour être plus puissants, mais consommer moins aussi derrière. Et au final, on sait comment ça s'est passé, ça s'est mal passé. Et ça s'est en partie mal passé à cause que Windows ne savait pas quoi faire avec, tout simplement. Donc ici, il faudra voir si Windows supportera. Genre, si Windows se dira, oh tiens, tu fais tourner un jeu, je le mets sur les gros cœurs. Oh mais tiens, tu fais tourner Skype, je le fais tourner sur le petit cœur. Il faut qu'il le sache à Windows. Est-ce qu'il le fera forcément? Est-ce que tous les développeurs respecteront ça et ne demanderont pas tout le full de puissance aussi? Est-ce que les applications qui n'ont pas été mises à jour le supporteront? On ne sait pas. Donc c'est ça que je dis que c'est chelou de voir ça surtout sur PC fixe. Par contre, ça a beaucoup de logique et je pense que ça peut être, si c'est bien fait pour ordinateur portable, ça peut être très intéressant. Si c'est bien fait, on verra bien. Du coup, c'est un peu marrant de voir ça parce que du coup, forcément, s'il y a des processeurs fixes comme ça, il y aura des processeurs mobiles. Et c'est un peu marrant parce que je vous rappelle que Apple va passer sur ARM, hein, et va abandonner Intel. Et du coup, c'est un petit peu marrant de voir qu'au final, Intel va faire un petit peu la même chose que les processeurs ARM, en quelque sorte, et que peut-être ça va leur permettre de compenser leurs lacunes pour les processeurs mobiles, justement, et peut-être rattraper leur déficit de puissance ou autre chose. Mais bon, on verra bien. Une chose est sûre, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment chelou par contre pour les PC fixes. Maintenant, une autre news, toujours au niveau processeur, c'est au niveau du processus de gravure en 7 nanomètres que Intel est en train de travailler dessus. Je vous rappelle que le 10 nanomètres n'était pas très bon pour Intel, ils n'avaient pas des bons yields, comme on dit, donc des bons résultats. Surtout, en fait, quand vous gravez, par exemple, c'est juste figuratif, mais vous gravez 1000 processeurs, peut-être qu'il y a seulement 50% qui sont utilisables et 50% vous devez juste recycler les matériaux, quoi. Et bien là, ils ont les mêmes problèmes que le 7 nanomètres, tout simplement. Donc ça devient un petit peu compliqué pour Intel parce que skip le 10 nanomètres, ça allait encore. Ok, les investisseurs sont pas forcément contents. Ça aussi, là, ça les met en retard, tout simplement par rapport à la concurrence. AMD sur le processus de gravure de TSMC en 7 nanomètres, je vous rappelle. Et du coup, c'est pas bon. Mais alors, skip, maintenant, avoir des problèmes avec le processus de gravure vers lequel ils voulaient skip parce qu'ils avaient des problèmes avec l'autre, ça devient vraiment compliqué pour eux. Donc, ils ont juste pas les bons yields, apparemment. Donc, quand ils en fabriquent, ils n'ont pas assez de bons processeurs viables à utiliser. Ça veut dire qu'ils doivent utiliser plus de ressources pour avoir moins de processeurs, ce qui est vraiment problématique, évidemment. Je vous rappelle que Intel fabrique toujours leurs propres processeurs eux-mêmes, contrairement à AMD qui fait des commandes à TSMC ou Nvidia qui fait aussi des commandes à TSMC, ou même Apple aussi qui fait des commandes à TSMC. Ils ont leur propre usine et tout, mais du coup, ils ont des problèmes. L'action du coup d'ailleurs de Intel a chuté à cause de ça, plutôt cette news-là. Ils ont pris 16% vers le bas, donc la chute est de 16% pour information. Ça, c'est assez représentatif. Bon, le truc, c'est que selon moi, vu les décisions en ce moment d'Intel, leur action aurait déjà dû diminuer depuis pas mal de temps, parce que franchement, ils prennent pas les meilleures décisions. Mais là, je pense que ça a peut-être été le coup de trop pour les investisseurs. Et si les investisseurs
ça fait chuter l'action de 16%, c'est que les investisseurs sont pas vraiment satisfaits en ce moment. Et c'est en général dans ce genre de moment-là que les constructeurs ou même les marques ou les entreprises prennent des actions parce que oui, là, quand vos investisseurs ne deviennent pas contents, c'est là que vous devez vraiment vous remettre en question. Du coup, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont persévérer, essayer de réaméliorer la situation. Peut-être qu'ils pourraient, et c'est ça la news, ils pourraient considérer de demander à d'autres fabricants de fabriquer leurs processeurs. Donc, ils pourraient aller voir TSMC et leur dire « Hey, vous pouvez fabriquer nos processeurs, s'il vous plaît ?» C'est pas possible. Alors, tenez compte que Intel, encore une fois, est une énorme entreprise. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais Intel a beaucoup plus d'employés que AMD. Même AMD a genre pas beaucoup d'employés quand on y pense par rapport à Intel. Donc, Intel a beaucoup de ressources. Ils ont aussi beaucoup de choses qu'ils fabriquent. Ils fabriquent des SSD, ils fabriquent de la mémoire. Hein. Donc, Optane, par exemple. Donc, ils ont toujours pas encore trop de problèmes. Ils peuvent continuer de fabriquer leur SSD sans trop de problèmes ici. Donc, c'est plus pour les processeurs ici qu'on parle où il y a vraiment un gros problème. Et aussi pour la partie graphique aussi, évidemment. Donc, peut-être que c'est justement les parties graphiques, leurs nouvelles cartes graphiques qui veulent sortir, qui vont faire graver par quelqu'un d'autre, ou même des futurs processeurs. On ne sait pas encore. Une chose est sûre, c'est compliqué pour eux. C'est vraiment compliqué pour eux. Ils ont aussi un autre petit problème, c'est que leur 14 nanomètres... Alors déjà, il faut quand même leur préciser, je tiens à le préciser, qu'est-ce que ça veut dire 14 nanomètres? Qu'est-ce que ça veut dire 7 nanomètres? Ça ne veut pas dire grand-chose. À une époque, en fait, c'était juste la taille d'une certaine partie du processeur qui indiquait la taille du processus de gravure, en gros. Donc imaginez, je prends un exemple pour que tout le monde puisse comprendre. Imaginez une voiture. Disons qu'on catégorisait les voitures selon la taille des roues, par exemple. Elle a des roues 17 pouces ou 18 pouces. Et bien là, c'est un peu la même chose. Mais du coup, comme vous devez le savoir, vous pouvez avoir deux voitures très similaires, mais qui ont des pneus totalement différents, mais au final, c'est toujours les mêmes voitures. Et c'est un peu la même chose avec les processeurs. Vous pouviez avoir deux processeurs qui étaient à des processus de gravure totalement différents, mais comme au final, le reste du processeur est à peu près le même, et c'est juste la partie que le constructeur mesure et dit « Ah, c'est du 7 nanomètres, parce que j'ai dit que cette partie-là, elle faisait 7 nanomètres, et que cette partie-là, sur mon ancien processeur, faisait 14 nanomètres. » Mais au final, ils étaient très similaires. C'est déjà arrivé par le passé. Hein. Par exemple, on est passé du 14 nanomètres au 12 nanomètres. Ils étaient très similaires. Au point même qu'on se demandait si vraiment il y avait une réduction au niveau taille. Le 7 nanomètres est réellement par contre plus petit. Il faut pas se voiler la face là-dessus. C'est pas pour défendre Intel. Ils sont en retard, clairement. Le 14 nanomètres est un processus de gravure qui commence un petit peu à dater. Après, ils l'ont parfaitement optimisé, ça se voit. Hein. C'est quand même assez exceptionnel de voir tout le travail qu'ils ont mis dessus, hein, parce que leur 14 nanomètres par rapport aux 14 nanomètres de toutes les autres marques est juste excellent. Le seul problème, c'est que les autres marques sont en 7 nanomètres. C'est vraiment ça. Du coup, même s'ils continuent d'optimiser, il y a un moment, ils ne pourront pas juste continuer d'optimiser, ils vont devoir passer un meilleur processus de gravure, et c'est inévitable, et on verra bien s'ils y arriveront tout simplement. Ensuite, toujours au niveau processeur, mais plutôt processeur ARM, donc processeur mobile, Nvidia considérerait d'acheter ARM. Oui, donc le propriétaire de ARM, qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un groupe qui a racheté ARM en 2016, pour information, pour un peu plus de 30 milliards de dollars. Un bon deal pour les propriétaires de ARM, ma foi. Donc ARM, je vous rappelle, c'est la société qui design des processeurs ARM, hein, c'est ARM. Et du coup, ils vendent ce design, ils licencient ce design à Qualcomm, à Apple, à même Nvidia d'ailleurs, pour fabriquer leurs propres processeurs ARM. Donc, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Ils ne fabriquent pas directement les processeurs, ils font le design et puis après, ils licencient ce design. Et du coup, c'est une entreprise qui a beaucoup de valeur parce que littéralement, tous les téléphones portables et même les futurs Mac au final utilisent ARM. Et du coup, ils ont un peu... Apparemment, ils sont un petit peu en train de tâter le terrain. C'est pas sûr qu'ils vont vendre, mais ils voudraient vendre. Apple n'était pas intéressé, notamment. Donc ça, c'est une news qui a fuité aussi, que Apple, eux, ils étaient en mode non, pas intéressé. Ce qui est un petit peu surprenant, mais pas non plus en réalité quand on y pense. Et puis, par contre, Nvidia pourrait être intéressé. Et ce serait pas si étonnant que ça, dans le sens que Nvidia ne fabrique pas de processeurs.
Ils ont juste des processeurs graphiques. Et ils ont déjà fait les Tegra et tout ça, qui sont des processeurs, même dans la Switch, hein, je vous rappelle, hein, il y a une puce Tegra, qui est une puce graphique NVIDIA avec une puce ARM designée aussi par NVIDIA. Du coup, acheter ARM pourrait être logique parce que ben, ça leur permettrait d'avoir un pied vraiment dans les processeurs fixes, enfin les processeurs genre CPU, pas juste graphiques. Et aussi, ça leur permettrait de prendre un marché très intéressant parce que là, du coup, ben, ça veut dire que oui, tous les constructeurs de processeurs ARM licencieraient leur design à NVIDIA directement. Et NVIDIA, du coup, aurait la possibilité d'améliorer leur design et tout ça. Et peut-être même forcer, hein, et c'est ça qui peut être intéressant, forcer leur puce graphique avec les puces ARM. Parce que ARM design leur propre puce graphique. Donc si maintenant Nvidia rachète, eh bien, ils sont en mode non, plus de puce graphique ARM, on met nos propres puces Tegra ou autre chose, ben, le prochain Qualcomm pourra avoir une puce graphique Nvidia. Et ça peut être très intéressant. Évidemment, ça pourrait être aussi dangereux pour le marché parce que du coup, ben, Nvidia n'est pas forcément connu pour toujours jouer de la manière la plus respectueuse possible. Hein. Des fois, hein, ils sont un petit peu des requins des fois hein, dans certains domaines. Mais une chose est sûre, ça pourrait être un gros achat pour Nvidia. Et je comprends pourquoi ils seraient intéressés de racheter parce que ouais, pour Nvidia, ce serait clairement très intéressant. Et il faudra voir si justement ceux qui possèdent actuellement ARM seraient prêts à revendre justement. Enfin, on change totalement de registre ici. On passe à une news, on va parler de Herman Miller. Herman Miller, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui fabrique des chaises haut de gamme de bureau. Donc on parle ici de chaises à plus de 1000 euros, 1500 euros, facile, mais avec des garanties genre complètement folles de 12 ans. Et souvent, d'ailleurs, ces chaises sont tellement bonnes qu'il y a un marché de l'occasion genre un vrai marché de l'occasion, ce qui, selon moi, est, genre, pour la plupart des chaises, genre, vous n'imaginez même pas un marché de l'occasion, genre. Vous achetez une chaise de gaming avec le siège en mode voiture de course, personne n'en achèterait une d'occasion, honnêtement. Vous l'achetez juste neuve. Et puis vous attendez, vous l'utilisez jusqu'à quand qu'elle soit plus bonne, quoi. Donc là, leurs chaises sont tellement bonnes qu'il y a un marché de l'occasion, c'est pour dire. Ils sont vraiment très reconnus dans le milieu, d'ailleurs, pour avoir, oui, des très bonnes chaises. Elles sont chères, mais vous avez la garantie derrière et surtout une construction très solide. Et du coup, voilà quelques mois, voilà un peu plus de 8 mois, ils avaient annoncé un partenariat avec Logitech. Et là, on peut se dire, wow, si vous prenez l'un des meilleurs constructeurs de chaises, de bureaux, et vous prenez une marque gaming qui se préoccupe quand même d'essayer de faire de bons produits, et que vous mélangez les deux, vous pourriez obtenir genre une chaise gaming, enfin une vraie chaise gaming de bonne qualité, quoi. Et pas juste une chaise de bureau qui ressemble à un siège de voiture de course, pour je ne sais quelle raison. Surtout que, encore une fois, un siège de course, ça revient sur le côté de vos épaules pour la simple et bonne raison que dans une voiture de course, vous êtes genre secoué dans tous les sens. Et je sais pas vous, je n'ai jamais joué à un jeu vidéo, genre je joue à CSGO et puis j'étais en mode ah ou je ne sais quoi, ça n'existe pas, personne ne joue comme ça. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle les sièges gaming ressemblent à ça. À mon avis, la seule raison pour laquelle ça existe, c'est qu'au tout début des chaises gaming, les premières chaises gaming, c'était des chaises de course pour des jeux de course, tout simplement. Du coup, c'était logique d'avoir une chaise qui ressemble à un siège de voiture de course. Mais du coup, toutes les marques ont vu que ça marchait bien et ils se sont dit, on va garder le même design. Alors, depuis, il y en a qui sont améliorés là-dessus, il y en a qui ont fait des designs moins chaises de course, justement, avec moins les côtés qui reviennent vraiment sur le côté de vos épaules et tout, mais ouais, ça ressemble quand même à des sièges de course, soyons honnêtes. Donc là, oui, enfin, on va avoir un design sérieux, classe, et aussi, normalement, à un prix abordable. Bon, finalement, on a eu une très bonne chaise, certainement. Hein. Donc, en gros, ils ont pris leur M-Body, qui est leur modèle le plus haut de gamme, Herman Miller, et ils ont mis un skin Logitech par-dessus. C'est un peu ça. Alors, la chaise sera très très bonne, certainement. Il y a aucun doute là-dessus. Mais du coup, je pense que les gens s'attendaient à genre... Herman Miller ont aussi une chaise qui s'appelle l'Aeron. Vous l'avez déjà dû voir sur des vidéos de chaînes tech et tout. C'est l'une de leurs meilleures chaises aussi, qui est vendue moins cher du coup. Et qui... Ouais, s'ils avaient pris celle-là et qu'ils avaient fait peut-être
oh, ben, au lieu de l'acier à certains endroits, on utilise un peu d'aluminium, on économise sur certaines parties en mettant du plastique, mais quand même de bonne qualité. Ils auraient pu faire une version moins chère, vous voyez, avec justement le skin Logitech, et mettre une plus petite garantie dessus, et un look un peu plus gamer qui aurait peut-être repoussé leurs acheteurs habituels. Un peu comme certaines marques l'ont déjà fait par le passé. Ce serait logique, vous voyez, de faire ça. C'est que du coup, le public Herman Miller achète toujours les Herman Miller à prix plein. Et puis, le public gaming qui n'aurait jamais acheté une Herman Miller achète une Herman Miller Logitech qui coûte moins cher mais qui est un peu moins bien construite. Ça aurait été logique. Alors, peut-être qu'ils vont faire ça dans le futur. Hein. Franchement, peut-être qu'ils sont en train de travailler dessus. Mais en attendant, la seule chaise qu'on a, c'est l'M-Body en mode ultra haut de gamme. Elle coûte 1500$. Vous avez aussi un bureau motorisé, comme un peu j'ai ici, moi. Et hop, vous pouvez monter, vous pouvez descendre, génial. Donc ils ont un bureau motorisé pour 1300$ et ils ont un bras pour écran qui coûte 300$. Alors, vous allez me regarder, vous allez me dire, c'est cher, c'est très cher, c'est pas pour moi, c'est clairement pas pour moi. Et vous avez raison, c'est certainement pas pour vous. Le bras, le bras encore, c'est un peu le prix des bras haut de gamme pour écran en réalité. Donc ça ne me choque pas vraiment. Même si oui, vous pouvez acheter un bras à 100, même un bras à 50€ sur Amazon qui sera franchement 90% aussi bon. Surtout pour les bras d'écran, c'est moins important parce que le bras d'écran, vous le mettez à un endroit et si vous y bougez pas de trop, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un bras plus cheap. Donc ça, ouais, peu importe. Je pense pas qu'ils vont en vendre beaucoup et honnêtement, le design est intéressant, mais sans plus. Le bureau motorisé, il est cher. Il est trop cher, lui, par contre. Lui, il n'y a même pas de question là-dessus, il est trop cher. Le bureau motorisé que j'ai, moi, ici, qui est un bon bureau motorisé, c'est un Jarvis, pour information. Il a un dessus en bambou, vous le voyez dans toutes les vidéos à chaque fois que je filme, hein, vous voyez la surface, c'est du bambou, donc c'est du solide, quoi. C'est de très bonne qualité, et il coûte 2 fois moins cher, quoi, pratiquement 2 fois moins cher. Il coûte 700-800€, mais il est plus grand par contre. Ça, c'est un bureau, il n'a qu'une taille pour le moment qu'ils fournissent, et c'est un peu la taille standard d'un bureau. Ici, celui que j'ai, moi, il est encore beaucoup plus gros, il coûte beaucoup moins cher. Donc, ouais, il est vraiment cher pour je ne sais quelle raison. Et en plus, il n'a même pas autant de fonctionnalités que ce genre de bureau ici. Pourtant, moi, j'ai des profils, je peux enregistrer une certaine hauteur et y retourner facilement. Là, alors, c'est très design et tout, c'est magnifique, hein, on le voyait sur le truc. En fait, vous avez un petit truc, vous pouvez, hop, vers le haut, ça monte, vers le bas, ça descend. Il y a une LED et tout, ça fait de la lumière bleue, genre, ça fait Logitech. Mais ouais, c'est cher. Maintenant, la chaise, discutable. Elle est chère. Ça, c'est sûr et certain. Elle est chère. Mais est-ce qu'elle est trop chère? Pas vraiment, parce qu'elle coûte le prix d'une M-Body de Herman Miller. C'est pas comme s'ils avaient rajouté un prix en plus. Elle a le même prix en vrai. Et les Herman Miller M-Body sont très chers, sont pas pour tout le monde. Mais vous avez 12 ans de garantie et surtout la qualité de construction. Genre, faut le voir comme ça, c'est que si vous passez 8 heures de votre journée, 12 heures même de votre journée dans une chaise, toute la journée, c'est votre travail. Vous faites un travail de bureau, vous êtes toujours dans la même chaise. Est-ce que c'est si cher que ça d'acheter une bonne chaise pour 1200€ ou 1400€ même? Je sais pas, franchement, moi, selon moi, non. Vraiment non. Genre, si vous êtes cycliste, vous achetez un bon vélo, vous achetez une bonne selle qui est confortable pour vous. Si vous êtes chauffeur de poids lourd et tout ça, vous essayez d'avoir le meilleur siège pour votre poids lourd, pour être le plus confortable possible. Si vous êtes chauffeur de taxi, vous prenez une meilleure voiture avec des meilleurs sièges parce que vous allez passer votre journée dedans. C'est logique. Du coup, selon moi, 1500€ pour une chaise, 1500€ pour votre outil principal de travail, hein, où vous êtes tout le temps dessus, et que vous allez passer garantie 12 ans, donc vous allez passer au moins 12 ans dedans, ça me semble être raisonnable. C'est pas pour tout le monde, par contre. Encore une fois, oui, tout le monde ne peut pas être en mode 1500€ dans une chaise. Allez hop, non. Clairement pas tout le monde. Mais si c'est votre travail, ouais, vous devrez peut-être acheter une meilleure chaise. Les chaises Ikea sont vraiment mauvaises. Alors, il existe d'autres chaises, et on va en parler dans une autre news juste après, qui coûtent moins cher et qui arrivent à faire 95%, 95% si vous préférez, de tout ce que font cette chaise. Genre, presque aussi confortable, presque aussi bonne pour votre corps aussi. Parce qu'il ne faut pas confondre confort et bon pour votre corps. Parce que
Certaines choses sont très confortables. Rester dans votre lit est très confortable. Rester dans votre lit pendant 2 semaines d'affilée, vous allez détruire votre corps. Pourtant, c'est confortable. Mais non, c'est pas bon. Donc, c'est un peu la même chose. Une chaise peut être confortable, mais pas bonne pour votre corps. Les chaises gaming, selon moi, sont un peu dans ce genre-là. Ces chaises de bureau, genre siège de voiture gaming, enfin siège de voiture de course. Ouais, c'est confortable. Et puis au bout de 10 minutes, vous êtes en mode non, en réalité, c'est pas trop ça en fait. Je commence à avoir mal là ou je ne sais quoi. Il y en a, ça va, hein, mais ouais, c'est pas idéal. Donc ouais, c'est cher, c'est très cher. Mais si vous allez passer comme moi, par exemple, personnellement, moi, j'envisagerais d'acheter une chaise comme ça. Parce que, encore une fois, je vais faire mon radin. Le truc, c'est que vous devez voir ça, c'est que quand vous aurez 40 ans, 50 ans, et que votre dos sera démoli à cause d'une mauvaise chaise, vous allez payer plus que 1500 € pour fixer ça ou améliorer ça. Vous pourrez peut-être même pas réparer les dégâts, honnêtement. Enfin, vous pourrez certainement pas réparer les dégâts. Donc, payer 1500 € pour éviter de payer je ne sais combien, ou payer de votre personne dans le futur, c'est pas cher payé, je trouve. Enfin bref. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, une autre news. Donc, Respawn, qui est aussi une marque gaming et tout ça, ils ont aussi annoncé une chaise du coup. Alors, on ne sait pas ce que ça donne encore, faudra la tester, hein, mais elle va un peu dans la même logique. C'est genre, c'est une chaise gaming, mais c'est une vraie chaise. C'est pas genre, vous avez du cuir, du simili-cuir. Ça aussi, c'est ce qui me tue le plus avec ces chaises de course. Vous avez du simili-cuir partout et ça tient chaud et c'est horrible pour jouer à des jeux vidéo. Je ne comprends pas la logique derrière. Ce genre de chaise est comme l'M-Body qu'on avait avant. Vous avez une mèche. Genre, ça respire. Genre, votre dos n'est pas en train de brûler derrière. Vous n'êtes pas en train de cuire avec votre chaise, quoi. Et ça, oui, c'est très important selon moi. Je ne prendrai jamais plus une chaise avec un dos en cuir. Ça, je peux vous le dire. Je l'ai fait une fois, plus jamais. En hiver, oui, ça tient chaud. En été, vous mourrez de chaud. Du coup, ils ont un design plutôt intéressant, hein, comme vous pouvez voir. Le prix devrait être aussi plutôt intéressant, 300 $. Donc 300 € certainement. Et ça a l'air d'être une chaise assez ergonomique, hein, donc il faudra voir ce que ça donne. Mais ouais, il existe, comme je dis, des modèles, oui, pas aussi bons, hein, clairement pas aussi bons, mais qui coûtent moins cher. Celle que j'ai, personnellement, et ça, il y en a certainement beaucoup de gens qui me l'ont demandé, ma chaise que j'utilise, moi, c'est l'ErgoShare, c'est celle qui est juste derrière moi. C'est l'ErgoShare 2 de Autonomous. Alors, je vais être très honnête, elle est cheap. Elle coûte 399 €. C'est pas très cheap, 399 € en réalité, mais 369 € maintenant, elle est en promotion. C'est pas très cheap comme prix, mais la construction est cheap. C'est du plastoc. Les repose-poignets sont pas fixés en place, donc vous pouvez les bouger comme vous voulez. Et vous voyez, ça fait du bruit. C'est du plastoc, quoi. Ça fait vraiment du bruit. Des fois, quand je m'appuie dessus, ça fait du bruit. À une époque, d'ailleurs, quand je me reculais comme ça, elle faisait du bruit, puis d'un coup, elle a arrêté de faire du bruit, donc j'ai pas trop compris. Donc, bref. Elle est cheap. J'ai des caches. Il y a des caches sur le côté en finition chrome, genre qui gardent toutes les empreintes et qui se griffent facilement. Des fois, ils tombent sans aucune raison. J'ai aussi 2 vis derrière pour le dossier. Elles finissent par se dévisser parce qu'ils ont oublié de mettre. Si vous avez déjà dévissé un vis et que vous avez vu une sorte de liquide bleu dessus, ou plutôt de truc bleu dessus, c'est tout simplement un liquide qui est utilisé, qu'on met sur les vis pour pas que les vis se desserrent d'elle-même, parce que en secouant un objet qui est vissé, la vis va finir par se desserrer, et puis juste s'enlever totalement. Ce liquide bleu, c'est une sorte de un peu de colle, mais pas vraiment de colle. Ça ne va pas coller le vis totalement, ça le garde juste en place. Ça évite qu'il bouge, quoi. Et mais ils en ont pas mis sur les vis du dossier. Donc je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou autre chose, mais ouais, cette chaise n'est clairement pas parfaite. Mais oui, honnêtement, elle est confortable et je suppose que, bon, je suis pas ergothérapeute ou je ne sais quoi, je suppose qu'elle détruit pas trop mon dos. Bon, après, évidemment, le meilleur moyen de ne pas détruire votre dos, c'est d'éviter de rester assis pendant 8 heures d'affilée dans une chaise, hein, soyons honnêtes. Même la meilleure chaise au monde vous détruira votre dos si vous restez trop assis. Mais elle est beaucoup mieux qu'une chaise gaming, quoi. Et le prix reste contenu, 369 €. Et encore une fois, derrière ça, comme vous pouvez le voir, par rapport à un Herman Miller, c'est ça que je dis, mais vous voyez pourquoi il y a une différence de prix. Celle-là coûte du coup un quart du prix, on peut dire. Oui, c'est un quart du prix. Elle coûte un quart du prix et elle a 2 ans de garantie au lieu de 12 ans.
Donc vous voyez, au final, c'est pas comme si l'M-Body coûtait beaucoup plus cher. L'M-Body coûte plus cher pour des raisons valides, en fait. Et puis celle-là, elle est construite en plastoc. Là, celle-là aussi qu'on a vu sur Twitter, c'est du plastoc certainement. Et bon, ça tient le plastique, hein. Il n'y a aucun problème avec du bon plastique, mais ça sent et puis le plastique, ça finit par casser tout simplement. Donc cette chaise-là, je ne donnerais pas, surtout que je l'utilise vraiment, quoi, parce que c'est mon travail, je ne donnerais pas plus de 5 ans avant qu'elle commence à... Il y a quelque chose qui va péter. D'ici 5 ans, je le sais à coup sûr. La M-Body, je suis sûr que déjà, elle ne pèterait pas avant 12 ans, parce qu'elle est garantie 12 ans. Et même si elle pète en dessous de 12 ans, il y aura une forte chance qu'il remplace, parce que, yep. Bon, à part si ils considèrent que c'est une pièce d'usure. En réalité, non. Si quelque chose pièce, c'est une pièce vraiment casse, c'est pas de l'usure, hein. C'est garanti. C'est pas comme les voitures. Les voitures, vous avez des pièces d'usure. Par exemple, les pneus, vos pneus sont pas garantis. Si vous avez une Kia, vos pneus sont pas garantis 7 ans parce que vous avez utilisé vos pneus. C'est normal que ça s'use. Ben, à mon avis, il y a certaines pièces comme ça dans la chaise qui sont considérées de la même manière. Mais ouais, si quelque chose casse, par contre, là, oui, c'est garanti. Donc, quoi qu'il arrive, voilà ma chaise pour ceux qui se sont toujours demandés. Et qu'en pensez-vous de tout ça? Est-ce que vous pensez que 300 € même pour une chaise, c'est trop cher? Pensez-vous que 1500 € pour une chaise, c'est trop cher? Ou pensez-vous que c'est trop cher selon l'utilisation qu'on peut en faire? Si oui, c'est juste un mec qui veut juste jouer à des jeux vidéo de temps en temps, est-ce que oui, c'est clairement trop cher selon moi. Si c'est pour vraiment travailler, faire son travail tout le temps, est-ce que c'est vraiment cher? Je ne sais pas. Dites-moi. Et enfin, une dernière news totalement différente. Encore une fois, là, on change totalement de registre. Canon et l'EOS R5, je ne sais pas pourquoi j'ai prononcé en anglais, et aussi R6 qui existe maintenant. Donc là, on parle un peu photo et appareil photo en réalité, mais aussi un petit peu pour filmer en réalité, parce que maintenant, la plupart des vidéos, enfin, même pratiquement, à mon avis, 100, enfin, 90% des vidéos que vous voyez sur YouTube sont filmées sur des appareils photo qui se débrouillent très bien pour filmer, hein. Franchement, soyons honnêtes. Donc le Canon EOS R5 est du coup le nouveau un petit peu flagship à ce niveau-là de Canon. Alors pas flagship au niveau professionnel parce qu'ils ont des appareils professionnels pour ça, mais plus pour le domaine YouTuber, grand consommateur, mais un prix qui est cher, mais qui reste obtenable, vous voyez. Et du coup, ce Canon EOS R5 a des specs très intéressantes. Pendant pas mal d'années, Canon, il faut le savoir, c'est un peu reposé sur leur laurier. Ils ont sorti des appareils qui étaient à peine améliorés par rapport aux précédents. Et ouais, ils ont temporisé pas mal d'années. Et enfin, avec le EOS R5, ils ont quelque chose de très intéressant. Donc là, on parle d'un capteur 45 mégapixels. Et comparé à un appareil photo, hein, il faut le savoir, c'est du full frame déjà. Et un appareil full frame, genre le capteur d'un appareil full frame, c'est... Vous voyez le capteur d'un appareil photo sur téléphone, le full frame, il fait genre une bonne partie de l'arrière de votre téléphone, hein, c'est pour dire. Donc ça capte beaucoup plus de lumière, donc c'est pas les mêmes pixels que sur un appareil photo de téléphone, il faut le préciser. Du coup, 45 mégapixels, il peut prendre jusqu'à 20 images par seconde, genre 20 photos par seconde en mode tac 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 tac. Donc ça, c'est assez exceptionnel, avec certainement l'autofocus qui suit derrière. Vous pouvez filmer jusqu'en 8K RAW, ça c'est très intéressant. Pourquoi, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est le RAW, déjà les appareils photo bien souvent vous permettent de prendre des photos en RAW. Les photos en RAW, vous gardez beaucoup d'informations. En fait, elle n'est pas traitée totalement au niveau des couleurs et tout ça. Elle n'est pas compressée aussi. Vous avez toutes les informations brutes en gros. Et c'est à vous après, vous le chargez dans un logiciel qui permet de l'éditer et vous pouvez changer pas mal de paramètres assez facilement, notamment l'exposition. Une photo RAW, vous pouvez très facilement récupérer des détails qui sont trop obscurs quand vous avez pris la photo. Et si vous aviez pris la photo en JPEG, vous n'aurez jamais pu récupérer tout ça. Donc ouais, shooter en RAW, c'est très intéressant. Du coup là, ça c'est de la vidéo en RAW. Donc c'est la même chose que les photos, mais pour une vidéo. Et ça c'est très 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 puissant. Et en 8K. Et c'est pas le 8K du Galaxy S20 Ultra hein, qu'on a vu qui... Ouais, c'est au final, pas mal de tests ont prouvé qu'au final, le 4K était limite plus intéressant. Non, là, on parle de vrai 8K. Et le 8K, c'est 4 fois du 4K, qui était lui 4 fois du 1080p, donc ça veut dire que c'est 16 fois du 1080p. Alors, c'est pas utile pour tout le monde, soyons honnêtes, mais c'est des specs pour un appareil photo pas professionnel, hein. Enfin, bon, des professionnels vont l'utiliser, mais pas un des gros modèles de Canon, c'est exceptionnel quand même. On a aussi du 4K 120 fps,
Stabilisation d'image aussi intégrée au body, enfin à l'appareil quoi. Une bonne plage d'ISO forcément, une bonne connectivité au niveau Wi-Fi, ça c'est assez important en vrai. Un excellent autofocus, Canon a un des meilleurs autofocus du marché, ils l'ont encore amélioré avec, notamment vous avez de l'autofocus sur les yeux maintenant qui est assez populaire, vous le voyez dans beaucoup d'appareils photo, il commence à arriver. Donc autofocus sur les yeux et même maintenant autofocus sur les yeux des animaux. Et c'est très important parce que quand vous prenez une photo d'un animal ou d'une personne, s'il y a quelque chose qui doit être en focus, s'il y a quelque chose qui doit être net sur l'image, c'est les yeux. C'est le plus important. C'est vraiment... si vous avez une photo de quelqu'un, vous voyez juste ses yeux et puis vous voyez son... Genre c'est très centré sur ses yeux et vous voyez que son nez est un peu flou mais que vous voyez ses yeux sont nets, la photo est belle. Si vous voyez que son nez est net et puis que ses yeux sont un peu flous, vous allez juste vous dire pourquoi tu t'es concentré sur le nez, c'est un peu stupide. Donc ouais, c'est très important l'AIF et apparemment il est plutôt bon. Aussi, vous avez 2 logements pour carte. Vous avez une CF Express et une SD. Pas optimal parce que du coup, ça veut dire que vous ne pouvez pas forcément avoir de la redondance ici selon ce que vous shootez. Mais ouais. Et par contre, derrière, elle a quelques défauts que les gens connaissent déjà. Elle surchauffe, notamment. C'est ce qui a fait pas mal polémique. Notamment en 8K. Elle ne peut pas filmer en 8K pendant des heures. Au bout d'un moment, elle va juste surchauffer. Donc, c'est au bout de... Ça dépend. Quand vous êtes en extérieur, c'était une trentaine de minutes. Mais quand vous êtes en intérieur, c'est moins. La 4K 120 fps aussi surchauffe. Vous avez aussi la 4K 60 fps qui pouvait surchauffer par moment. La 30 fps, ça allait. Mais il y avait aussi une version haute qualité de la 4K 30 fps qui prend la 8K et puis qui la remet en 4K. Du coup, ça vous permet de... Si vous êtes en mode, j'ai pas besoin du 8K, mais je veux avoir une partie des détails du 8K retranscrit dans mon 4K, ben c'est pratique, mais ça fait surchauffer aussi. Parce que forcément, vous prenez du 8K et en plus, vous le retransformez en 4K, alors là, ça fait doublement plus chauffer. Et c'est même le mode qui tenait le moins longtemps. Donc ouais, elle chauffe. Et ça fait pas mal polémique. Mais honnêtement, c'est un appareil photo hyper intéressant. Donc pour information, c'est un mirrorless. Ça devient le futur, franchement. Si vous êtes encore, pour ceux qui prennent des photos, qui sont encore avec les bons vieux SLR. Donc, je vous rappelle, avant, donc au tout début de la photographie, c'était le film. On avait notre bon vieux film, on exposait le film, ça prend une photo. Voilà, on allait développer le film. Après, quand le numérique est arrivé, on avait toujours l'ancien système de film, enfin, pas l'ancien système de film, mais l'ancien système qui fonctionnait en coopération avec le film. Donc, vous avez notamment un miroir. C'est pour ça qu'on dit mirrorless. Donc, vous avez un miroir qui renvoie l'image qui passe à travers l'objectif dans un petit IVF. Donc, c'est le truc que vous pouvez regarder dans l'appareil. C'est le truc quand vous mettez l'appareil près de votre œil, quoi. Et du coup, vous voyez exactement ce qui passe à travers l'objectif. Donc, ça vous permet de prendre une photo assez réaliste au final. Ben, les mirrorless, eux, par contre, ce petit viewfinder qu'on appelle, ben, c'est juste un écran en fait. Donc, vous voyez ce que le capteur voit. Du coup, le capteur, ben, il fait déjà un peu du traitement, il traficote déjà un peu l'image. Donc, vous ne voyez pas exactement ce qui se passe réellement. Donc, c'est pour ça que certaines personnes préfèrent ben, justement les appareils avec encore un miroir qui permettent de vraiment voir ce qui se passe. Mais bon, personnellement, j'ai toujours eu... Ben, j'ai commencé avec du mirrorless. Et ouais, selon moi, c'est le futur parce que bah, ça marche tellement bien, quoi. Il y a tellement d'avantages derrière et ça permet d'avoir un appareil beaucoup plus petit aussi parce qu'il n'y a pas un énorme miroir. Ça permet d'avoir des meilleures performances aussi. Et ouais, c'est juste, soyons honnêtes, c'est le futur. Du coup, ici, Canon marque un petit peu l'occasion parce que ben, c'est la première fois, selon moi, qu'ils sortent vraiment un appareil mirrorless. Parce que Canon a évidemment sorti beaucoup d'appareils avec des miroirs, notamment le 5D, qui est très connu. C'est la première fois qu'ils en sortent vraiment un que ben, là, oui, c'est un très bon appareil pour la photo. Parce que, oui, il prend des très bonnes vidéos. Beaucoup de gens se sont concentrés sur ses fonctionnalités vidéo, mais c'est aussi un excellent appareil photo. 45 mégapixels, 20 fps d'image à la seconde. Enfin, à la seconde, je ne sais pas, vous vous rendez compte. Si vous faites de la photographie de sport ou d'animaux et tout ça, c'est excellent. Il y a aussi tout l'univers des objectifs RF. Donc, ça utilise pour information, ça utilise des objectifs un petit peu différents de ceux que vous avez sur par exemple un 5D, mais vous pouvez les adapter assez facilement en vrai. Mais vous avez des objectifs faits pour les mirrorless et qui sont souvent plus petits et qui, du coup, ben, c'est plus pratique, quoi.
notamment le 200 mm de chez le 70 à 200 mm de Canon est plutôt massif, hein, c'est un gros objectif. Vous avez déjà dû le voir chez certaines. Enfin, on voit même leurs grands frères. Quand vous voyez les trucs de foot et que vous voyez les mecs avec les énormes canons, vraiment, hein, c'est des objectifs par exemple 400 mm, 800 mm qui sont juste énormes. Mais avec un mirrorless, bon, il serait toujours très grand, mais vous pouvez faire un petit peu plus petit, quoi. Et ça peut être pratique. Donc, notamment le 70 à 200 mm de Canon en version mirrorless, c'est un peu plus petit. Il est plus léger aussi, donc c'est plus manageable. Donc, ça peut être très pratique. Donc, ouais. Dans tous les cas, moi, je dis quand même un GG à Canon, même si cet appareil ne sera pas parfait. Hein, il a des problèmes de surchauffe. Hein. Bon, après, vous pouvez toujours filmer en 4K 30 fps qui reste respectable et ne pas avoir de surchauffe, ou en 1080p qui sera toujours très bon. Apparemment, le mode 1080p se débrouille pas mal. Et ça, c'est assez important parce que je sais bien que je suis, par exemple, moi, je shoot sur du Sony. Ça, c'est un Sony A6400 notamment. Et mon principal, que vous voyez toutes les vidéos tech et tous mes b-rolls, tous mes plans de produits, tout ça, c'est mon Sony A7 Mark III. Et le mode 1080p sur le Mark III, enfin sur le Sony A7 et même sur les autres Sony, c'est pas le meilleur. Il est un peu doux, il manque de détails. Il pourrait être mieux en vrai. C'est ça qui est assez étonnant. Il pourrait être mieux, mais il n'est pas forcément. Donc ouais. Une autre information qu'il faut tenir quand même compte, c'est que le 28, normalement, Sony devra annoncer pas totalement le concurrent de cet appareil, mais le concurrent plutôt au niveau vidéo, qui est le Sony A7S Mark III, qui est genre en rumeur depuis je ne sais combien d'années. Il doit être sorti depuis je ne sais combien d'années. Sony a attendu tout ce temps-là, donc beaucoup de gens s'attendent à des specs de malade. D'autres gens s'attendent à des specs plus raisonnables, mais solides. Notamment, beaucoup de gens voudraient plutôt... on veut pas de la 8K dessus, on veut même pas de la 6K. On veut de la bonne 4K, genre de la 4K, 60 fps, 120 fps en RAW, genre qui marche très bien. Et sans surchauffe, par exemple, aussi. Et oui, juste des très bonnes specs, parce que moi, personnellement, j'ai pas besoin de 6K, de 8K, surtout pour YouTube. Je veux juste de la bonne 4K. J'aimerais bien de la 4K 60 fps, personnellement. Genre, le Sony A7 ne filme pas en 60 fps, et des fois, ça manque. Par exemple, quand je fais un plan d'un truc, mais je peux pas le mettre en ralenti. Je peux pas ralentir le temps, parce que je suis déjà à 30 fps ou à 24 fps, donc je peux pas ralentir, ou sinon, ça devient juste genre un diaporama, quoi. Donc, si je pouvais ralentir, par contre, ça me donnerait des possibilités, quoi. Ça me permettrait de faire des plans sexy d'un truc. Si je mettais des liquides dans un truc de refroidissement, on pourrait me voir vider en ralenti, ça donne mieux, quoi. Et ouais, c'est globalement mieux. Ça permet aussi de ralentir le mouvement, donc si je fais un travelling, je peux ralentir le mouvement. Donc ça, c'est cool. Parce que le problème, c'est quand vous faites un mouvement... Vous voyez, si je déplace lentement le micro, c'est difficile de le déplacer genre de manière fluide, parce que je vais un peu trembler et tout ça. Si je le déplace par contre rapidement, je le déplace de manière beaucoup plus fluide parce que mon mouvement est plus genre prononcé. Et si je peux faire ça, et puis le ralentir x2 au montage, c'est pratique. Mais actuellement, moi je suis obligé de faire... Et puis des fois on voit des à-coups et c'est pas génial. Donc ouais, j'aimerais bien de la 60 fps. Ou de la 120 fps, alors là ce serait génial. Alors du coup, oui, je pourrais utiliser le 1080p 120 fps sur le Sony A7 Mark III pour ceux qui se demandent. Mais encore une fois, je l'ai dit, il est pas totalement net. Donc ouais, c'est pour ça que je l'utilise pas. Et je peux pas recadrer tout ça, je peux pas zoomer sur l'image parce que ça va perdre directement. Donc ouais. Bref, dans tous les cas, c'est à peu près tout là-dessus. Je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai parlé longtemps de ça. Désolé d'avance. Donc ouais, ma foi, pour ceux qui aiment bien ce genre de news, j'en fais rarement des news sur les appareils photo alors que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis clairement un amateur par contre, mais ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un milieu tech. Il y a beaucoup de tech derrière là-dessus et c'est très intéressant. Mais ouais, peut-être que je devrais en faire plus dans le futur. Dans tous les cas, on parlera certainement du Sony A7S Mark III dans le prochain Texama Show. On va rester là pour ce Texama Show d'ailleurs. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. On se retrouvera pour un prochain, je vous dis ciao ciao.